Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Il avait perdu sa majorité absolue en juin dernier, il l'a regagnée ce dimanche. L'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, a remporté 317 sièges sur les 550 que compte le Parlement. Le CHP, principal parti d'opposition, se maintient. Quant au HDP, le parti pro-kurde, qui avait créé, on s'en souvient, la surprise en juin dernier, eh bien, ce parti est aujourd'hui en perte de vitesse, mais il devrait encore pouvoir siéger au Parlement. Alors, que va faire le président Erdogan de sa victoire? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Selçuk Demir, bonsoir. Vous êtes avocat, secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Eyüp Dorou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant du HDP en Europe. Le HDP, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est ce parti donc pro-kurde qui avait remporté en juin dernier 13% des suffrages. Il est arrivé avec 80 sièges au Parlement. Aujourd'hui, vous auriez, en tout cas selon des résultats provisoires, 61 sièges. Vous auriez perdu près d'une vingtaine de sièges. Il faut savoir que les résultats définitifs, on les aura dans une dizaine de jours. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le grand vainqueur de ces élections, le président Recep Tayyip Erdogan, leader historique de l'AKP qui a remporté ces élections. Dans notre paysage politique, la décision des événements les plus fondamentaux est toujours entre les mains du peuple. La nation a fait le choix de la stabilité. La volonté populaire qui s'est exprimée le 1er novembre montre qu'il n'y a pas d'autre choix que la stabilité. Le peuple a pris cette décision. Eyüp Dorou, comment vous expliquez que votre parti, le HDP, n'ait pas pu rééditer son score de juin dernier? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, les élections n'ont pas se déroulé dans les conditions équitables, comme vous le savez. Et au début, il y a eu des attentats contre notre parti. La majorité de nos sièges et de notre parti ont été attaqués, saqués. Et aussi, dernièrement, vous le savez, eu certainement aussi, le massacre d'Ankara a montré clairement que les conditions pour mener une campagne électorale en Turquie, c'était impossible pour notre parti. Et pour éviter pratiquement les pertes d'êtres humains, nous avons évité d'organiser même des campagnes électorales dans plusieurs régions de la Turquie et du Kurdistan. Et tout ça, bien sûr, a eu un avantage. On peut dire que nous avons eu à peu près 11% de voix sans faire vraiment de campagne. Il faut aussi ajouter toutes les maires dans la région kurde qui ont été arrêtées, toutes les militantes qui ont été déjà avant les élections arrêtées, toutes les gens pendant les campagnes électorales. Il y a plus de 280 personnes civiles qui ont été tuées. Et toute cette ambiance de guerre qui vient d'être confirmée par la délégation de l'OSCE, l'Organisation de sécurité et coopération en Europe, et diverses délégations européennes indépendantes montraient clairement qu'on n'avait pas vraiment de conditions pour participer librement aux élections. Vous êtes d'accord avec ça, Selçuk Demir? C'était une campagne inéquitable. En tout cas, c'est ce que disent les observateurs de l'OSCE. Alors, absolument pas. Je pense d'abord que il faut analyser ces élections comme étant, me semble-t-il, une victoire de la démocratie en Turquie. On a un taux de participation de près de 90%, des conditions de scrutin qui sont faites dans des conditions plutôt paisibles et pas d'incident majeur autour du vote d'hier. On doit s'en féliciter. La démocratie turque, me semble-t-il, garde cette vitalité, elle qui pourtant était si décriée ces dernières semaines, et on peut légitimement se dire que sur le plan du respect des règles démocratiques, les élections d'hier sont un franc succès. Alors, ce qu'il faut également dire, c'est que au-delà de la victoire de la démocratie en Turquie, c'est clairement et franchement une victoire de l'AKP, avec un score historique de près de 50%, soit 10 points de plus que les dernières élections du mois de juin dernier. Il faut bien comprendre que l'AKP a gagné les 11 dernières élections à laquelle elle s'est présentée pendant ces 13 dernières années, ce qui montre bien une tendance de confiance du peuple turc qui a été renouvelée hier envers le parti au pouvoir de M. Davutoglu, et ce qui montre bien que le peuple turc aspire à la stabilité et à la continuité. Concernant les critiques qui ont été émises par M. Dorou, ce qu'il faut d'abord et avant tout dire, c'est que cette stratégie de tension, cette situation de tension qui est indéniable aujourd'hui en Turquie. Ah, c'est intéressant parce que vous avez fait un petit lapsus, vous avez parlé d'une stratégie de tension, parce que certains accusent le président Erdogan justement d'avoir joué de la stratégie de la tension. À mon sens, cette stratégie de la tension, et je réitère le propos, ce n'est pas un lapsus, a été, à mon sens, initiée d'abord et avant tout par le PKK, qui a rompu unilatéralement le cessez-le-feu suite à l'attentat de Suruk, et dès le mois de juillet, on a des centaines de morts
suite aux attentats du PKK, des civils, des militaires et des policiers qui ont été occasionnés par des attentats qui ont été revendiqués par le PKK et non critiqués par la vitrine légale du PKK en Turquie, à savoir le HDP que vous représentez, M. Doğru. C'est cette stratégie de tension, Mme Burgraf, que les électeurs turcs et kurdes de Turquie ont sanctionné. Si le vote kurde a basculé du HDP vers l'AKP, c'est justement parce que les Turcs et les Kurdes veulent éviter cette stratégie de tension qui a été animée par le PKK et le HDP. Eyoub Doğru, est-ce que vous pouvez répondre quand même à Selçuk Demir qui finalement dit que vous avez payé finalement les violences qui ont été menées aussi par le PKK qui a repris finalement la guerre? Tout d'abord, vous le savez, il y avait un accord, on l'appelait accord de Dolmabahçe, qui était pratiquement signé par le gouvernement, le parti au gouvernement, le président du PKK qui se trouve à Imrali, et aussi notre parti, notre député était présent dans la conférence de presse que nous avons organisée ensemble, qui pratiquement traçait 10 points qui pouvaient vraiment arriver à un accord politique pour la question kurde. Et cet accord, qui était quand même public, était dénié par le président Erdogan. Le lendemain, il a dit je n'accepte pas cet accord de Dolmabahçe. Les problèmes kurdes n'existent pas. Commence à partir de ce jour-là des provocations qui ont commencé à griller. Il y a eu des attaques qui ont commencé 2 jours avant les élections dans notre justement rassemblement de Diyarbakır, qui a quand même causé 4 morts, plus de 400 blessés, qui a continué avec le Suruç, qui a continué avec le massacre d'Ankara. Les commanditaires de tous ces massacres n'ont pas été arrêtés. Aucun de ces commanditaires n'ont pas été arrêtés. Et nous savions que c'était vu, au moins, c'était laissé à faire par le gouvernement. Et c'est une aussi décision du gouvernement, je pense. Et toutes ces vraiment vérités ont été connues par la presse internationale. Alors, cette tendance à la victimisation, M. Doğru, ne vous aidera pas à améliorer vos scores lors des prochains scrutins électoraux. Vous endossez le rôle de pompier pyromane. C'est vous qui avez alimenté le feu et c'est vous qui disiez subir les conséquences de la tension qui existe en Turquie. Plutôt que de vous déployer dans cette stratégie de victimisation à outrance qui n'a pas marché vraisemblablement puisque les résultats vous sont défavorables, réfléchissez plutôt aux raisons pour lesquelles le peuple kurde n'a pas renouvelé sa confiance envers vous et les raisons pour lesquelles également le peuple turc n'a pas renouvelé sa confiance envers vous. Vous indiquez par exemple que dans certaines zones, en effet, la situation a été tendue et que vous n'avez pas pu mener des meetings. Mais aucun parti politique n'a véritablement lancé de meetings pendant ces élections. La décision de refaire les élections a été prise il y a 2 mois. Aucun parti politique n'a réellement eu le temps d'organiser des meetings. Et quand bien même vous pouviez très bien agir sur le terrain dans les grandes villes, à Istanbul, à Ankara ou à Izmir, et même là-bas vous perdez des millions de voix, même là-bas le vote kurde glisse vers l'AKP, donc vous ne pouvez pas faire porter la responsabilité aux autres. Ayez conscience également de vos responsabilités. À mon sens, cela vous aidera lors des prochains scrutins électoraux. Tout d'abord, nous sommes conscients que nous avons perdu certains électorats, ça c'est clair. Oui, parce que je le dis à nos téléspectateurs, Eyoub Doğru, par exemple, prend le cas de Diyarbakır, qui est quand même un fief kurde dans le sud-est de la Turquie. Vous avez recueilli moins de 6% de suffrages, alors que c'est quand même l'un de vos fiefs. Comment vous expliquez ça ? Justement, dans la région, à cause des situations pratiquement de l'état de guerre, il y a eu beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés. Et à Izmir. De toute façon, Istanbul, Ankara, en France, à Paris. Façon, il faut le dire que dans la région, nous sommes en premier parti. On a plus de 70% des voix quand même. Et dans toutes les villes kurdes, grande majorité, nous avons plus de 70% des voix. Mais c'est vrai dans certains milieux de la Turquie. Istanbul et de grandes villes, nous avons perdu des voix. Et nous sommes reconnaissants. Pourquoi ? Car le peuple a fait son choix. Nous respectons le choix d'un peuple qui a quand même fait son choix. Mais les conditions que je viens justement on a bien compris les conditions. Mais nous n'avons pas de conditions. Toute la presse était fermée contre nous. Alors ça, pas seulement contre nous. La presse était attaquée. La presse qui était critiquée a été attaquée. Je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que vient de dire Eyoub Doğru, parce qu'il y a les observateurs de l'OSCE, mais il y a aussi des chaînes de télévision qui ont été fermées. Il y a des journaux qui n'ont pas été
publié. C'est vrai que beaucoup au HDP ont eu peur de faire campagne. Comment vous expliquez ça dans une démocratie? Vous parliez tout à l'heure de la vitalité de la démocratie turque. Comment vous expliquez que dans une démocratie en pleine campagne électorale, on ferme des chaînes de télévision et on ne permet pas à des journaux de publier? Alors, on ne peut pas nier, et je ne l'ai pas nié, la circonstance qu'il existe une situation de tension actuellement en Turquie. Vous évoquez les chaînes de télévision qui ont été fermées, replaçons quand même le contexte, Madame Burgraf. Vous savez qu'en décembre 2013, l'AKP et l'État turc a été victime d'une tentative de coup d'État par la confrérie Gülen. On a tenté de chasser du pouvoir des personnes qui étaient élues démocratiquement par le peuple turc. Donc il est normal que l'État turc puisse se défendre et que la justice turque prenne des décisions envers ces personnes-là. Mais, M. Doğru, c'est votre stratégie... Je vous reprends quand même, c'est pas vrai. Vous parlez, en effet, il y a certains médias qui appartiennent à Fethullah Gülen, mais c'est pas vrai d'autres. Je pense notamment au quotidien Hurriyet, qui est un journal d'opposition. Le quotidien Hurriyet n'a pas été fermé. Non, mais les partisans de l'AKP s'en sont pris au quotidien Hurriyet, et l'un de ses rédacteurs en chef a été... et ces partisans seront poursuivis pénalement. Madame Burgraf a considéré que ce soit des partisans de l'AKP. En tout cas, ce n'est pas l'État qui directement a attaqué Hurriyet, et la justice et la police turque se chargent de récupérer l'identité de ces commanditaires et de sanctionner ces personnes-là comme il se doit. Mais ce qui est important, c'est de vous, il y a 80, si des gens ont été arrêtés, des gens ont été arrêtés, vous savez très bien. Il n'y a aucune personne qui a été arrêtée. Des gens ont été arrêtés, M. Doğru. Et Eyüp Doğru, dans ce contexte, est-ce qu'on peut imaginer une reprise des négociations avec le pouvoir turc, en tout cas entre le PKK et le pouvoir turc? Parce que dans le fond, vous avez quand même un ennemi commun, l'un et l'autre, c'est l'organisation de l'État islamique. Les Kurdes sont quand même au sol, que ce soit en Irak ou en Syrie, pour combattre aujourd'hui l'organisation de l'État islamique, qui s'en prend quand même à l'État turc. Est-ce que ce n'est pas le moment de reprendre justement les négociations? Vous pensez que c'est impossible vu le contexte? Je pense qu'il faut reprendre justement les négociations, et il faut aussi reconnaître le résultat des élections. Quand même, il y a eu un choix du peuple turc et kurde. Et nous avons aussi dit que nous allons accepter, nous allons mener aussi une position positive si le gouvernement veut vraiment changer la constitution, une constitution démocratique. Nous savons que notre constitution date d'une constitution de 1980, d'un coup d'État militaire. Si le gouvernement veut vraiment trouver des solutions politiques pour la question kurde, etc., nous sommes prêts Alors c'est intéressant justement sur la question de la Constitution. Vous dites, nous sommes prêts donc à changer cette Constitution. Aujourd'hui, alors qu'il est l'AKP à 317 sièges, pour modifier la Constitution, il en faut 330. Recep Tayyip Erdogan souhaiterait aller vers un régime présidentiel. Est-ce que vous voteriez pour une Constitution avec un changement de régime, c'est-à-dire plus parlementaire, mais un régime présidentiel? Est-ce que le HDP serait prêt à voter pour un régime présidentiel? Donner donc plus de pouvoir au président. L'HDP a une critères. Ces critères sont connus. Nous sommes pour une présidentielle contrôlée. Ça veut dire même on peut discuter tous les problèmes de la Turquie au sein du Parlement, et si on arrive à un accord, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est donc pas vous êtes prêt à donner plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdogan? Pas personnel, mais on a prêt de discuter le changement pour le changement de la Constitution. Après, si on arrive à un accord, un système fédéral, un système présidentiel, la France aussi, c'est un système présidentiel. Si on arrive à un accord, pourquoi pas. Mais le problème aussi, vous avez évoqué le grand problème aussi, ce qui se trouve juste comme un problème entre nous et l'AKP, c'est le problème de l'État islamique. Car nous savons que l'État islamique aujourd'hui s'organise très librement en toutes les régions de la Turquie. Et l'accord, surtout la présence des Kurdes en Syrie, la région du Kurdistan, a bloqué cette situation de l'État islamique, mais il reste encore une partie qui est contrôlée encore par l'État islamique, entre le Djarablus et Azaz. Et quand les Kurdes voudraient justement libérer avec tous les autres opposants arabes cette région, le gouvernement turc dit qu'il va intervenir militairement. Vous ne devez pas toucher cette zone. Oui, mais parce que peut-être que le problème aussi du gouvernement turc, c'est que le gouvernement turc, vous allez me le dire, Selçuk Demir, peut-être que ce qu'il craint le plus, mais qu'est-ce que ça veut dire c'est peut-être une région autonome kurde, voire un État kurde. C'est ça la grande crainte du gouvernement turc. Pour revenir à votre question d'origine, une région autonome kurde qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas causé aucun problème au gouvernement turc. Mais peut-être un État kurde un jour. Pour revenir à votre question d'origine et la question des pourparlers avec le PKK et le HDP, sa vitrine légale, pour pouvoir s'asseoir autour d'une table de négociation, il faut que le HDP
clarifie clairement sa position contre le terrorisme. Est-ce que, M. Doğru, vous condamnez les actes terroristes du PKK? Est-ce que vous êtes prêt à assumer cette responsabilité auprès de l'électorat turc et auprès du peuple turc et kurde? Est-ce que vous êtes prêt à vous démarquer des actes odieux du PKK et ne plus être cette vitrine légale qui suit comme des moutons ces actes odieux perpétrés par le PKK? Concernant la situation en Syrie... Il peut répondre même là-dessus. Est-ce que vous condamnez les attaques du PKK? Nous avons condamné les actes terroristes. Nous avons condamné tous les actes terroristes. Nous avons condamné les actes aussi violence. Mais nous avons aussi demandé au gouvernement justement de condamner tous les actes terroristes qui a mené avec le Daesh sur le territoire de la Turquie. Et tous les actes antidémocratiques qu'on vient de découvrir, on vient de dire, les arrestations des journalistes, les arrestations des maires qui ont été élus quand même avec 90% des voix. Il y a aujourd'hui plus de 20 maires kurdes qui se trouvent en prison, qui ont été élus quand même plus de 80% des voix par les Kurdes. Parce que votre parti n'a pas fait le choix définitif de tourner le dos au terrorisme. Dès lors que votre parti sera clair et net avec l'organisation du PKK qui est reconnue comme terroriste par la France, l'Union européenne et les États-Unis, on pourra, à mon avis, s'asseoir autour d'une table comme on l'a fait depuis un certain temps. Concernant la situation en Syrie, la Turquie n'a absolument pas peur d'une province autonome kurde dans le nord de la Syrie. Je vais vous dire pourquoi. Je parle en Turquie, ça j'ai bien compris, mais je parle en Turquie. Non, même en Turquie. Ça pourrait commencer en Syrie, c'est déjà le cas en Irak, c'est vraiment déjà le cas dans le nord de l'Irak, c'est déjà le cas à moitié dans le nord de la Syrie où les Kurdes sont très implantés. Pourquoi pas demain une région autonome kurde en Turquie? Vous savez, le bloc kurde n'est pas monolithique en Syrie, en Irak et en Turquie. Le premier partenaire économique et stratégique de la Turquie dans cette région du monde, c'est le gouvernement autonome d'Irak du Nord de Massoud Barzani. Si Erdogan et Davutoglu étaient foncièrement anti-kurdes, pensez-vous qu'il y aurait des accords économiques, politiques et stratégiques avec le Kurdistan irakien? Absolument pas. Ce n'est pas crainte tant de voir une province autonome au nord de la Syrie ou un État kurde au nord de la Syrie qui est la préoccupation de la Turquie actuellement. C'est aussi le fait que le PKK actuellement, et c'est Amnesty International qui par exemple le confirme, a une stratégie de nettoyage ethnique dans le nord de la Syrie, tente notamment d'écarter les populations turkmènes et arabes de cette région pour rester seul afin de pouvoir asseoir son pouvoir. Il faut, à mon sens, respecter l'ensemble des minorités, comme vous l'exigez en Turquie. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24 pour débattre de ces résultats, de ces législatives en Turquie. À tout de suite.